Yorana, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres que nous allons développer. La mâchoire de Havre conserve sa place dans le calendrier du WCT en 2025, malgré le coût qu'elle représente. Une bonne nouvelle pour le monde du surf polynésien. Prautiama, le concours d'écriture et de déclamation s'est tenu hier, l'occasion pour les candidats de raconter l'histoire de leur tupuna, un thème retenu pour la deuxième édition du concours Arere. Les lauréats ont été récompensés aujourd'hui. On reçoit l'un d'eux, Jackie Brion, est notre invité ce soir. Une délégation de lycéens maoris a été reçue cette semaine au lycée Samuel Rapoto, une rencontre qui a ravi des élèves du LSR et leurs enseignants. C'est dans quelques instants. C'est l'une des plus belles vagues du monde, mais aussi l'une des plus chères et des plus complexes à intégrer dans une compétition malgré tout. La vague de Teahupo'o sera bien dans le circuit du WCT, au grand soulagement de nos surfeurs. Regardez. Après moult discussions entre le pays et la WSL, le maintien de l'épreuve de Teahupo'o est finalement confirmé. Un soulagement pour la communauté de surfeurs après des mois de doute dans le sillage des JO. Sous les feux des projecteurs, la mâchoire de Havre a eu beau faire forte impression dans le monde, le coût et la complexité qu'elle représente en termes de prévision et d'organisation sont suffisamment importants pour que les organisateurs émettent des réticences. La Polynésie est quand même loin de tout, hein, on va dire. Et c'est vrai que ça coûte cher. La vie ici aussi est quand même assez chère. Voilà, donc c'est quand même un événement cher. Et aussi, la vague de Teahupo'o, elle est super belle, mais elle est compliquée aussi, surtout au niveau de prévision. C'est hyper compliqué. On peut passer de 2-3 jours de compétition au final à faire toute la waiting period qui coûte beaucoup plus cher. Donc c'est quand même un endroit assez imprévisible. Si la destination est aujourd'hui considérée comme l'une des plus onéreuses, difficile aujourd'hui de ne pas compter l'étape prestigieuse du PK0 au calendrier du World Championship Tour. Il y a eu des discussions qui ont été entamées entre le pays et la WSL. Le pays a décidé de maintenir l'événement sur Tahiti. Donc on a un partenariat maintenant sur trois années. Donc c'est bon pour le surf polynésien, c'est bon pour la communauté de Teahupo'o, pour la population, pour la Polynésie française et c'est bon surtout pour les athlètes polynésiens. Ce partenariat, c'est la garantie à l'horizon de 3 années de compétition de haut niveau à Teahupo'o et la promesse pour nos surfeurs de s'exprimer à domicile. Le pays a opté pour mettre un peu plus d'argent dans l'événement. Donc maintenant, et puis avec tout le matériel dont ils ont fait l'acquisition pendant les JO, donc c'est de permettre aussi à la WSL de bénéficier de ce matériel. La WSL a officialisé le calendrier 2025 du circuit mondial avec le retour des épreuves de Snapper Rocks en Australie, celle de Jeffreys Bay en Afrique du Sud et la vague de Tavarua à Fidji. Et une nouveauté, la vague artificielle d'Abu Dhabi viendra compléter cette saison. La vague mythique de Teahupo'o viendra donc à nouveau boucler le circuit avec la dernière épreuve du 7 au 16 août. Et dans le cadre du festival Prautiama, on revient ce soir sur le concours Arere, ce concours d'écriture et de déclamation dans l'une des nombreuses langues polynésiennes, a récompensé aujourd'hui 12 lauréats sur une trentaine de candidats dans 4 catégories. 2 catégories jeunesse pour les 11-17 ans et 2 catégories réservées aux plus de 18 ans. Au total, une cinquantaine de textes étaient sélectionnés pour cette édition. Ce soir, nous recevons Jackie Brion, lauréat du concours Prautiama en catégorie écriture. Yorana Jackie. Yorana. Alors, Jackie, le thème choisi pour ce concours est Tupuna. De qui vous êtes-vous inspiré pour écrire votre texte et pourquoi ? Alors, c'est une thématique que l'on rencontre dans énormément de scènes pendant le Heiwa, le Huratapairu. C'est quelque chose qui fait partie maintenant des traditions, j'allais dire, comme un sujet, une thématique et donc ça montre que c'est important pour l'ensemble de Polynésie. Ce que j'ai voulu démontrer dans cette approche-là, c'était deux éléments qui me paraissent fondamentaux.
c'est dans le préambule de la charte de l'éducation qui est essentiel. Dans l'un des paragraphes, il est dit ceci, que l'enfant polynésien doit être fier de son identité. C'est explicite, il n'y a rien à... La seconde phrase, un peu plus loin, c'est l'enfant doit être apaisé avec sa culture. Donc, il faut s'interroger quelle est la définition que l'on donne à cette notion d'identité et, de facto, quelle est la notion de culture. Donc, j'ai abordé la problématique par ce songe qui avait été fait, qui est rapporté dans les textes anciens. Il y a eu Vaita, qui est un taua, mais il y a eu d'autres. Maui, un autre taua. Il y avait d'autres taua à différentes époques qui ont réuni à un moment ou à un autre la communauté dans laquelle ils vivaient, avec les Hari, avec les autres taua. Et Vaita, j'ai retenu Vaita, annonce à ce moment-là à la population qui est là, un jour arrivera un bateau sans balancier. Et là, ça provoque un séisme. On le sait, nos anciens ont toujours navigué sur une pirogue avec un balancier à gauche. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le cas. Et donc, dans cette prédiction, effectivement, arrive en 1767 ce fameux bateau sans balancier. Débarque de ces bateaux celui qui a été brûlé par le soleil, qui est Iripap Amhana, qui va devenir petit à petit Popa. Bien. Que va faire le Popa? Va rester avec des femmes de chez nous. Et je rapporte dans la démarche dans laquelle le texte va, c'est qu'ils vont avoir des enfants. Avant une règle qui était l'interdiction de se marier, la loi haïtienne interdisait de se marier avec un étranger. Jusqu'au jour où la reine Pomare, et donc je prends mon cas, parce qu'en fait, c'est une histoire qui vient de chez moi. Donc, Richemont va prendre pour épouse Tura Tura Tetuanui Matuatua, mais il ne peut pas l'épouser. Alors qu'ils sont déjà, et ils vivent maritalement, ils ont déjà 4 enfants à ce moment-là. Donc, vont rencontrer la reine Pomare pour lui demander d'essayer d'enfreindre la loi pour qu'il légalise. Et la reine Pomare leur dit... Pas de souci, mais vous allez vous marier à l'extérieur de la place de Papeete, sur un bateau anglais. Et donc, ils vont devenir mari et femme sous le régime anglais, vont continuer ensuite à vivre, ils vont avoir 13 enfants, et la reine Pomare, pour sanctuariser ce mariage, va donner le nom de Huri Mana, changer le pouvoir. Ils vont avoir des enfants. C'est de là que vient toute l'identité qui est recherchée. Exactement. L'idée, c'est de dire, il faut qu'on soit apaisé avec... On ne peut pas raconter notre généalogie, ensuite s'arrêter là où ça nous plaît. C'est pas possible. Parce que, à force de cacher, à force de ne pas dire les non-dits, il n'y a rien de pire. Et donc, on se retrouve avec une génération d'enfants aujourd'hui qui ne savent plus qui ils sont. Donc, le pire dans tout ça, on dit qu'ils sont Afa. Mais Afa comment? D'en haut vers le bas ou de la gauche vers la droite. Et donc le texte portait sur cette interpellation qui est de dire il faut se réconcilier avec soi-même, mais il faut raconter notre propre histoire jusqu'au moment où le descendant, le Tupuna du Vahama, avec le Tupuna du Vahama Ore, vont se mettre ensemble pour nous avoir aujourd'hui. Et il faut qu'on soit fiers de ça. Et comment est-ce qu'on se démarque justement face au jury Je crois que c'est l'entrée peut-être. Non. Après, je ne connais pas le style d'écriture des uns et des autres. Il y a certainement des notations qui tiennent au style, à la fluidité du texte, à la richesse. Mais il y a peut-être une manière d'aborder la question Tupuna. Moi, j'ai voulu introduire cette notion de mes ancêtres en abordant sans faux semblant. À un moment ou à un autre, Turo Atura Tetuanui a bien eu pour mari Richemont, qui était un étranger. Et c'est de là que, à leur tour, enfin, mes arrière-grands-parents m'en aident, qui vont se marier avec un certain Brian, qui, aujourd'hui, je porte le nom. Et donc, je n'ai pas à renier le fait que j'ai une descendance qui est venue de cette pirogue sans balancier. Et c'est comme ça qu'on peut se réconcilier. Et non pas se cacher derrière une espèce de faux semblant. Il y a peut-être... une démarche un peu bourgeoise aussi de quelques-uns aujourd'hui à vouloir considérer qu'ils sont mariés en remontant jusqu'à la nuit des temps. Il y a peut-être à ce moment-là une difficulté ensuite de faire intégrer une communauté pour qu'à notre tour, la culture soit partagée.
Jacques Blion, merci beaucoup Marou. pour toutes ces histoires et pour cette généalogie, pour la culture que vous portez en vous. Maruru Medei. Marou. Les Polynésiens restent attachés au remède traditionnel Ora Autaiti. La moitié des natifs y a recours chaque année, selon une étude du projet de recherche Resipoli, qui a tenu un colloque scientifique cette semaine à l'université. Un colloque qui a rassemblé les praticiens, les tradipraticiens, comme nous le montre Esther Paracordet. Il y a cet échange culturel qui est hyper intéressant dans la médecine traditionnelle. Ce colloque, dont les inscriptions sont limitées, a attiré les professionnels de la santé et les détenteurs des savoirs traditionnels, les Tahuaora, deux mondes qui s'opposent toujours. Mais selon l'anthropologie médicale, une bonne connaissance de la culture et de l'environnement de la population soignée améliore son adhésion au parcours de soins et la confiance envers le personnel soignant. Et tous les médecins ici présents le savent. Les soins de santé primaire de l'OMS nous disent qu'il faut tenir compte de l'individu, de son entourage, de sa famille, de l'environnement. Et c'est la médecine traditionnelle qui nous le rappelle aussi. Et donc on fait un peu le même travail, encore une fois, tous ensemble. C'est bien que les jeunes médecins, et en particulier les jeunes médecins polynésiens qui reviennent au territoire, soient sensibilisés à ça. Des fois parce qu'eux-mêmes ont pris du Rauhitaiti quand ils étaient jeunes, comme moi. Et donc ils savent que ça existe. On sait que ça marche aussi parfois. Et donc l'idée, c'est vraiment de créer un lien de confiance, une alliance avec le patient. On parlait plutôt de reconnaissance. La recherche rappelle aussi que la médecine traditionnelle constitue déjà une institution en Polynésie française. En témoigne la ruée des Polynésiens vers le Rauhitaiti lors de la pandémie de Covid-19. Mais le travail du Tahoua ne se limite pas à ces remèdes. Les massages, les prières ou encore les longues discussions en Reomaori avec le tradipraticien libèrent souvent le patient de ses appréhensions. Ce rituel nommé le mana lui permet de s'ouvrir au traitement invasif et consumérisme de la médecine conventionnelle. Tous les Polynésiens y ont recours. C'est pour ça qu'on en parlait avec Totepara, ça va faire 24 ans qu'on travaille là-dessus, de ce qu'on appelle le harimua, c'est-à-dire un système où c'est une collection, on fait ça ensemble, avec le médecin certes, mais il y a aussi le psychologue, il y a aussi des gens, il y a aussi le taoua. On fait un gros travail de fond pour arriver, je ne vais pas dire à une reconnaissance, à une labellisation par le pays. C'est-à-dire que le pays puisse s'approprier le concept de néo-tradipraticien tel qu'on l'a posé à l'hôpital. Les scientifiques mettent aussi en garde les Polynésiens. La proportion des personnes ayant déjà préparé le Rauhitaiti décroît avec les générations. Les plus jeunes décrivent des freins liés à la perte de connaissances et à une moindre accessibilité des plantes. Le Rauhitaiti demande aussi plus de temps qu'un simple saut à la pharmacie. En attendant la visite du ministre des Outre-mer, la semaine prochaine, la Nouvelle-Calédonie voit ses mines de nickel succomber à la crise économique. Jadis un bassin prospère, la commune de Tio a dû fermer son exploitation dans la foulée des émeutes qui ont embrasé le pays en mai. Depuis, la commune est devenue un village fantôme. Espère Cuneo avec l'agence France Presse. Sculptée sur le plateau rocheux et ocre de la montagne, la mine de Tio faisait vivre tout le village de la côte Est. Une époque prospère qui lui avait valu le surnom de Nickel Town. Depuis que la société Le Nickel a fermé le poumon économique de la commune en mai, les quelques 450 employés et sous-traitants sont au chômage partiel. Une aide qui touche à sa fin. Oui, depuis que ça a commencé les événements, Tio, la commune, économiquement, elle est au plus bas. La plupart des personnes qui travaillaient à la SLN sont tous parties. Aujourd'hui, seuls 3 commerces résistent. Une pharmacie, une station-service qui n'a plus d'essence depuis des mois et une supérette qui ferme ses portes à 13h. On n'a plus du tout de carburant, donc on avait bloqué, parce que c'est la façon dont on procède, on bloque une réserve de sécurité pour les ambulances, les pompiers et tout, sauf que c'est pas un puits sans fond, donc maintenant on n'a plus rien et puis on est incapable de pouvoir ravitailler. Si demain les ambulances ont besoin, je peux plus rien fournir, j'ai plus rien. Même les distributeurs de billets sont vides, faute de routes sécurisées pour les approvisionner.
Les dispensaires ont également fermé, tout comme le centre d'hémodialyse. Et depuis que les médecins ont quitté le village, la pharmacie a vu son chiffre d'affaires baisser de 65%. La route n'est pas déblayée, donc il n'y a pas de médecin. On leur a conseillé d'aller chez les médecins donc à la fois, donc ils se servent là-bas. Si je ferme, c'est simple, je n'ai rien d'autre ailleurs, je suis retraité clodo. Tout ce que je possédais, c'était ici, je n'ai rien d'autre. Pour le maire de Thio, le risque d'une désertion totale est réel. Si la mine ne reprend pas, là, j'ai peur qu'il y ait une désertification de la commune. Voilà. Les gens vont aller chercher ailleurs du travail. Voilà. Parce que c'est l'emploi qui fait vivre une commune, les écoles surtout. Voilà, tout ce qui va avec. Voilà. Donc voilà, j'ai peur si on ne reprend pas vite l'activité. Dans ce bastion indépendantiste, la rancœur envers cette vitrine économique, perçue comme un symbole de la prise de possession, est profondément enracinée. Ici, les Kanaks dénoncent plus d'un siècle d'exploitation du minerai, dont les retombées n'ont pas principalement bénéficié aux tribus. Les élèves du lycée Samuel Rapoto et leurs enseignants ont reçu une délégation de Maoris venus de la région de Waikato en Nouvelle-Zélande. La troupe de danse composée d'une vingtaine d'artistes a enchanté les élèves le temps de leur pause déjeuner. Ceux-ci leur ont d'abord offert un accueil digne des plus grands. À Matai Tutawai. Ces élèves ne sont pas à leur coup d'essai. Le mavé, les chants et aparima sont maîtrisés. C'est le troisième accueil qu'ils préparent depuis le début de l'année scolaire. Une fierté pour la directrice de l'établissement, pour qui la culture n'est pas un vain mot. Nous avons reçu donc un groupe de Christchurch pour des échanges et un partenariat avec deux établissements scolaires. On a ensuite reçu Manganui la semaine dernière. Donc, et aujourd'hui, ce groupe de Maoris, quelle chance nous avons. Te Pou no Mangata Whiri est un groupe fondé en 1920 dans la région de Waikato. Il représente la famille royale maori qui a récemment intronisé sa nouvelle reine. Nous sommes là au nom de notre reine et souhaitons partager à nos cousins ses vœux et ses salutations. C'est bien de voir la diversité qu'on a, même si tout le monde dit que la Polynésie, la culture c'est la même. Rien qu'avec ce qu'ils ont fait aujourd'hui, on voit qu'on n'a pas du tout la même manière de faire. Il y a quelques mots qu'on arrive à prendre et quelques phrases qu'on arrive à comprendre. Mais même danser, on ne danse pas de la même manière qu'eux, mais c'est tout aussi beau. La plupart de ces danseurs sont aussi enseignants chez eux. Les échanges culturels comme celui-ci forgent l'esprit des Polynésiens. Une partie de notre travail est de rappeler à nos jeunes qu'ils sont l'avenir de notre langue, qu'ils sont l'avenir aussi de notre culture. Et sans eux, nous pourrons disparaître demain. Cette visite est aussi l'occasion pour la classe de Reo Tahiti de présenter ses activités et ses objectifs. Le lycée prévoit déjà de rencontrer d'autres établissements internationaux, notamment dans le cadre du programme Erasmus. Et avant de se quitter, partons à la rencontre de Moyana Mou, une jeune femme aux racines polynésiennes, mais dont la vie a pris un tournant très américain, dira-t-on. Née à Hawaï d'un père tahitien et d'une mère coréenne, elle vit aujourd'hui aux États-Unis depuis son enfance. Aujourd'hui, pourtant, Moyana reste profondément attachée à ses origines. Roni Boufat. Depuis toute petite, Moyana se sont liées à sa culture grâce à la danse. Le Ori Tahiti et le hula deviennent vite ses passions, même si concilier études et danse n'est pas toujours facile. Il est presque 1h du matin là tout de suite et il y a des fois où je dors pas du tout et je vais quand même à l'école le lendemain. Mais ça fait partie des nombreux sacrifices à faire quand tu fais quelque chose que tu aimes. Et surtout si cette chose fait partie de toi et de qui tu es. Moyana participe régulièrement à des compétitions en Polynésie. Récemment, elle a dansé au Heiva et Toata avec le groupe Te Ao Atu no Atu Roa. Chaque expérience renforce son lien avec ses origines. Moyana participe régulièrement à des compétitions en Polynésie. Récemment, elle a dansé au Heiva et Toata avec le groupe Te Ao Atu no Atu Roa. Chaque expérience renforce son lien avec ses origines. Moyana participe régulièrement à des compétitions en Polynésie. Récemment, elle a dansé au Heiva et Toata avec le groupe Te Ao Atu no Atu Roa. Chaque expérience renforce son lien avec ses origines.
Le Heiva Tahiti a toujours été l'un de mes plus grands rêves. Donc c'était vraiment un privilège d'y être et de mieux comprendre ma culture, mon histoire et mes ancêtres. Parce que même si je suis tahitienne, je n'ai pas grandi à Tahiti et seul mon père est tahitien. Alors je n'ai peut-être qu'un quart de cette perspective culturelle puisque je ne vis pas là-bas. Depuis 4 ans, Moyana partage fièrement son savoir en tant que chorégraphe à l'école Teorimana. Ce samedi, elle se produira avec son groupe lors du festival Taste of Tahiti, une belle occasion de faire rayonner la culture polynésienne. C'est la fin de ce journal, votre soirée sur Tahiti Télévision. Ne manquez pas à 19h votre magazine à de la glisse Waves, suivi à 19h30 de la Star Academy. Prenez soin de vous et excellente soirée sur Tahiti Télévision et à demain à même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.